En 1992, dans une zone montagneuse isolée du nord de l'Idaho, aux États-Unis, une petite infraction qui aurait pu rester une affaire marginale va se transformer en l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire des forces de l'ordre américaines. Au centre de cette histoire, il y a une famille qui vit retirée dans les montagnes avec ses enfants, qui refuse toute interaction avec l'État et qui est convaincue que le simple fait de coopérer signifierait perdre tout ce qu'ils ont construit, matériellement comme idéologiquement. En face, il y a des forces de l'ordre confrontées à un homme armé, retranché sur sa propriété et confrontées à une situation qu'elles estiment dangereuse si elle continue à s'installer. La famille et les forces de l'ordre sont, chacun de leur côté, persuadés d'agir de manière raisonnable, mais de fil en aiguille, ce qui avait commencé comme un simple désaccord va peu à peu enfermer tout le monde dans une logique où chaque décision réduit les options, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune issue acceptable. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable de Ruby Ridge, ou comment une situation apparemment banale peut échapper à tout contrôle et dégénérer dans des proportions que personne n'aurait jamais pu anticiper. Générique. Retrouvez dès aujourd'hui vos épisodes préférés de HVI en format podcast. Dans le nord de l'Idaho, et plus précisément dans le comté de Boundary, à quelques kilomètres seulement de la frontière canadienne, il y a une crête montagneuse isolée qui s'appelle Ruby Ridge. Et quand je dis isolé, c'est vraiment isolé, parce qu'on parle d'un endroit accessible uniquement par des chemins de terre qui serpentent à travers une forêt de sapins très dense. À cet endroit-là, chaque déplacement est contraint par le terrain, les chemins sont étroits, parfois à peine praticables pour un véhicule, la visibilité est très limitée par les arbres, en gros, le relief empêche toute vue d'ensemble, ce qui rend la zone aussi difficile à surveiller qu'à contrôler. Et ça aura son importance dans la suite, vous verrez pourquoi. L'hiver, il y a de la neige qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur. L'été, c'est sec et chaud. Et toute l'année, vous êtes entouré de silence, de montagnes et de pratiquement personne d'autre à des kilomètres à la ronde. Mais c'est dans ce décor que Randy Weaver décide de s'installer en septembre 1983 avec sa femme Vicky et avec leurs enfants. We thought it'd be nice to move to the mountains and raise a family, try to raise one out in the mountains and teach kids at home, and we were just going to do it. Prepared for about a year, got our bills paid off, sold the house, got all our ducks in a row, you might say. Randy Weaver, né en 1948 à Villisca, dans l'Iowa, est un ancien militaire qui a servi comme ingénieur de combat entre 1968 et 1971. Pas un Green Beret, comme on peut le dire parfois, juste un soldat classique qui a fait son service pendant la guerre du Vietnam et qui est ensuite rentré au pays pour travailler comme ouvrier chez John Deere à Waterloo, dans l'Iowa. Un boulot stable, une vie ordinaire, une maison dans le Midwest américain, rien qui ne laisse présager qu'il va tout plaquer pour se retirer dans les montagnes de l'Idaho une dizaine d'années plus tard. Mais voilà, Randy et Vicky Weaver développent au fil des années une vision du monde qui les pousse à vouloir se séparer de ce qu'ils appellent le système. Et en 1983, ils achètent 20 acres de terrain à Ruby Ridge pour $7 500. 20 acres, c'est environ 8 hectares. Ils y construisent de leurs mains une cabane en bois et ils commencent une vie en autosuffisance avec leurs enfants. Sarah, Samuel, qu'on appelle Sammy, Rachel et plus tard Elisheba. Randy Weaver et sa famille ont fait un choix radical, disparaître. Quitter la société, s'installer dans les montagnes reculées de l'Idaho, vivre hors du réseau. Ils voulaient simplement qu'on les oublie. Aujourd'hui, disparaître des radars ne nécessite plus de partir vivre au milieu de nulle part, le vrai enjeu, il est numérique. Parce qu'il faut savoir que vos données personnelles circulent partout sur Internet sans que vous ne le sachiez. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre historique d'achat, vos opinions politiques, vos orientations sexuelles, vos informations médicales, tout ça est collecté, échangé et revendu par des centaines d'entreprises qu'on appelle des data brokers, des courtiers de données. Ces entreprises se font littéralement des millions en vendant vos informations à n'importe qui, boîtes de marketing, assureurs et, dans le pire des cas, des arnaqueurs. Résultat, spam constant, publicité invasive, tarifs discriminatoires basés sur votre profil, voire usurpation d'identité. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, supprimer tout ça manuellement, c'est un véritable cauchemar.
Il faudrait identifier des centaines de courtiers de données, contacter chacun d'entre eux individuellement, remplir des formulaires interminables, fournir des justificatifs d'identité. On parle littéralement de centaines d'heures de travail. C'est exactement pour ça qu'existe Incogni, le sponsor de cette vidéo. Incogni fait automatiquement ce travail titanesque à votre place. Leur service contacte en votre nom tous ces courtiers de données pour exiger qu'ils suppriment vos informations de leur base, et il gère également tous les suivis et les relances nécessaires. Avec un abonnement annuel, ce travail se fait en continu et sans délai. Même si de nouvelles bases de données avec vos informations apparaissent, Incogni s'en occupe automatiquement. Vous avez accès à un tableau de bord qui vous montre en temps réel combien de demandes ont été envoyées, combien sont en cours et combien ont abouti à la suppression de vos données. Pour chaque compte, vous pouvez protéger jusqu'à 3 adresses email et 3 adresses physiques en même temps, ce qui est idéal si vous voulez protéger toute votre famille. Niveau crédibilité, Incogni est recommandé par les plus grands sites spécialisés en cybersécurité et ils ont déjà aidé des millions de personnes à reprendre le contrôle sur leurs données. Si vous voulez le tester, vous pouvez le faire sans risque. Incogni offre une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, ce qui vous permet de voir concrètement combien de bases de données détiennent vos informations et combien de temps ça vous prendrait de faire tout ça vous-même. En utilisant mon code promo RAFU via le lien en description, vous bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Alors, contrairement aux Weavers qui ont dû fuir dans les montagnes pour échapper à la surveillance, vous pouvez reprendre le contrôle sur vos données en seulement quelques clics. Merci Incogni de m'accompagner sur cette vidéo et maintenant retour en 1992 à Ruby Ridge dans l'Idaho. Leur mode de vie est on ne peut plus simple. Ils chassent, ils cultivent un potager, ils élèvent quelques animaux et ils vivent selon des convictions religieuses qui les placent en marge de la société américaine classique pour le plus grand bonheur de leurs enfants. Pour eux, cette vie sur la montagne, ça n'est pas une fuite, c'est un idéal et Sarah le dit d'ailleurs des années plus tard avec une nostalgie qui fait mal parce qu'elle sait maintenant ce qui va leur arriver. This used to be a garden. I didn't realize how good I had it then, but I do now. I hope my kids get to experience it. You know, it doesn't sound as fun as it really was, but I guess you'd have to grow up that way. Mais cette vision du monde repose aussi sur une idée très simple et très rigide. L'État, par définition, est une entité hostile et toute interaction avec lui est perçue non pas comme une discussion possible, mais comme une tentative d'emprise à laquelle il faut résister. Les Weavers adhèrent d'ailleurs à des idéologies radicales, notamment le mouvement Christian Identity, une doctrine religieuse qui mêle l'interprétation biblique, séparatisme radical et théorie apocalyptique, et qui est classé par les autorités américaines comme un courant extrémiste. Ils se préparent d'ailleurs à ce qu'ils perçoivent comme un effondrement inévitable de la civilisation moderne. Randy se définit lui-même comme un séparatiste blanc, pas un suprémaciste, et cette distinction est importante pour comprendre comment il se perçoit, parce qu'il ne se voit pas comme quelqu'un qui hait les autres races, mais plutôt comme quelqu'un qui veut vivre à l'écart, séparé du reste de la société. Vicky, elle, est décrite par ceux qui l'ont connue comme la chef religieuse de la famille, plus fervente que Randy dans les convictions apocalyptiques notamment. Par exemple, ses lettres aux autorités sont adressées aux serveurs de la reine de Babylone avec un ton qui laisse clairement entendre qu'elle ne compte pas se soumettre aux demandes du gouvernement. Alors là, il faut bien comprendre le contexte de l'époque parce qu'on est à la fin des années 1980, début des années 90, et dans cette région du nord de l'Idaho, il y a une présence notable de groupes idéologiques radicaux, notamment les Aryan Nations, qui tiennent des congrès annuels à Hayden Lake, à une centaine de kilomètres à peu près de Ruby Ridge. Randy Weaver fréquente plusieurs de ces réunions entre 1986 et 1989. Il y rencontre des gens, il écoute des discours, il participe à des rassemblements, mais les enquêtes ultérieures confirment qu'il n'est jamais devenu un membre officiel actif de l'organisation. Il reste un petit peu en périphérie, attiré par certaines des idées, mais pas totalement engagé dans la structure. Et c'est là que le grain de sable commence à se glisser dans l'engrenage, parce que le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, plus connu sous le nom de l'ATF, surveille ces groupes de très près. Et en juillet 1986, un de leurs informateurs, Kenneth Fedley, qui utilise l'alias Gus Magisono, se présente comme un trafiquant d'armes lié au gang de motards et il rencontre Randy Weaver lors d'un de ses congrès à Hayden Lake. Fedley revient les années suivantes, en 1987, 1988, puis 1989. Il établit une relation de confiance avec Randy et le 24 octobre 1989, ce dernier lui vend 2 fusils à canon scié dont la longueur des canons est inférieure à la limite légale fédérale. Oui, parce que la loi fédérale américaine, le National Firearms Act, impose une longueur minimale de canon pour les fusils et en dessous de cette limite,
l'arme est considérée comme illégale, sauf si elle est enregistrée auprès du gouvernement, ce que Randy n'a bien évidemment pas fait. Randy, de son côté, affirme que les canons étaient de longueur légale au moment de la vente et que Fedley les aurait raccourcis après coup, mais l'ATF dispose de preuves suffisantes pour pouvoir l'inculper, sauf que ce qui les intéresse vraiment, ça n'est pas tellement de poursuivre Randy Weaver pour cette infraction mineure, non. Ce qu'ils veulent, c'est le retourner comme informateur contre les Aryan Nations et d'autres groupes extrémistes de la région. Le 12 juin 1990, des agents de l'ATF convoquent donc Randy et lui proposent un marché, coopérer avec eux en échange de l'abandon des charges. Then I was approached by his bosses and said that they would bring federal firearms charges against me unless I joined their team, basically. And I said, well, I was not going to join their team and become an informant. And therefore, they just carried it on from there, and it, got blown out of proportion after that. If I had to join their team and become a snitch and start working for them, none of this would have happened. Randy refuse, l'ATF maintient le dossier ouvert et le 13 décembre 1990, comme il le lui avait dit, un grand jury fédéral inculpe Randy Weaver pour fabrication et possession d'armes non enregistrées. Il est arrêté le 17 janvier 1991, libéré sous caution avec ordre de se présenter au tribunal fédéral, et c'est là qu'une erreur administrative va tout faire basculer. L'agent de probation Carl Richins envoie à Randy une lettre datée du 7 février 1991, lettre qui indique que la date de comparution est le 20 mars 1991, alors qu'en réalité, la date correcte est le 20 février 1991. Randy ne se présente donc pas par défiance, mais parce qu'il pense encore avoir un mois devant lui. Et le juge, qui n'est pas au courant de cette erreur, émet immédiatement un mandat d'arrêt pour défaut de comparution. À partir de ce moment-là, Randy Weaver devient un fugitif et pendant 16 mois, de février 1991 à août 1992, il refuse de quitter sa propriété de Ruby Ridge, convaincu que s'il descend de sa montagne, le gouvernement fédéral va l'arrêter, le séparer de sa famille et détruire tout ce qu'il a construit. It wasn't just Dad. It was our whole family. And we didn't want him to go down because we figured they'd put him in jail for, sawing off shotguns. And we'd rather, stay on the mountain and live with our family, happily than have it be torn apart. But I guess that backfired. C'est Sarah, la fille de Randy, que vous venez d'entendre. Et cette dernière phrase, mais je suppose que ça s'est retourné contre nous, elle résume tout ce qui va suivre parce qu'effectivement, la décision de rester sur la montagne va avoir exactement l'effet inverse de ce qu'ils espéraient. We heard on the radio that the white supremacist Randy Weaver, blah, 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 didn't show up for court, but the U.S. Marshals will get their man. Les US Marshals, dont la principale mission est l'arrestation des fugitifs, commencent à surveiller la propriété, à établir des plans de reconnaissance, à évaluer la situation, et le dossier passe d'une simple affaire d'armes illégales à quelque chose de beaucoup plus complexe. Parce que Randy est un homme armé, retranché dans son immense terrain dans les montagnes avec sa famille, et qu'il refuse toute coopération avec les autorités. Du coup, personne ne sait vraiment comment résoudre cette situation sans que ça dégénère, et ça s'enlise. Février 1991. Randy est donc devenu officiellement un fugitif et le dossier est passé des mains de l'ATF à celle des US Marshals, l'agence fédérale chargée de traquer et d'interpeller les personnes sous le coup d'un mandat d'arrêt. Mais contrairement à la plupart des fugitifs qui disparaissent dans la nature, qui changent d'identité, qui traversent des frontières, Randy, lui, il ne bouge pas. Il reste exactement là où il est, sur sa propriété de Ruby Ridge, visible, localisable, et les US Marshals le savent parfaitement. C'est une situation paradoxale. Ils savent où il est, lui, il sait qu'ils savent, mais personne ne fait rien. Les mois passent, mars, avril, mai 1991, et donc rien ne se passe. Les US Marshals hésitent à monter sur la propriété parce qu'ils savent que Randy est armé, que sa famille est avec lui, et qu'une tentative d'interpellation frontale pourrait dégénérer très rapidement. Alors, ils essayent autre chose, ils envoient des messages par l'intermédiaire d'amis, de voisins, de connaissances, des gens qui montent sur la colline pour parler à Randy et à Vicky, pour les convaincre de descendre, de se rendre, en gros de régler ça civilement. Mais ça ne marche pas. Randy et Vicky transforment progressivement leur refus de descendre en position de principe,
persuadés d'être persécutés. They believe they are victims of religious and political persecution at the hands of an unjust government. I felt that Randy was being picked on because of his religious and his political views. C'est un de leurs sympathisants qui parle et effectivement autour de Ruby Ridge, un petit réseau de soutien se forme, des gens qui apportent de la nourriture, qui relaient des messages, des gens qui croient que Randy et Vicky sont victimes de persécutions religieuses et politiques. Et pendant ce temps-là, la vie continue sur la montagne. La famille est rejointe par Kevin Harris, un jeune homme de 23 ans, originaire de Spokane, qui a vécu avec les Weaver quand il était adolescent et qui considère Randy un petit peu comme une figure paternelle. Kevin s'installe avec eux, partage leur quotidien, leurs convictions et surtout leur isolement. En octobre 1991, Vicky accouche de leur 4e enfant, une petite fille qu'il nomme Elisheba. Refusant toujours de quitter leur terrain, elle accouche dans la remise juste à côté de la cabane, sans assistance médicale, sans hôpital, sous le regard des autorités fédérales qui observent de loin en se demandant quoi faire. L'hiver arrive, la neige recouvre la propriété et les US Marshals décident d'attendre le printemps parce qu'ils ont d'autres affaires plus urgentes à traiter et qu'un fugitif qui ne bouge pas de chez lui, techniquement, ça ne présente pas vraiment de danger immédiat pour la société. Mais au printemps 1992, le dossier change de main. Une nouvelle équipe de US Marshals prend l'affaire en charge et ils lancent Operation Northern Exposure, une opération de surveillance intensive qui va durer 5 mois. Des caméras cachées, alimentées par des panneaux solaires placés tout autour de la propriété, qui filment en continu les allées et venues de la famille pendant 5 mois. Randy qui sort avec son fusil, Vicky qui travaille au jardin, les enfants qui jouent, Kevin qui aide aux tâches quotidiennes. Tout est enregistré, tout est analysé, et les US Marshals accumulent plus d'une centaine d'heures de vidéos pour essayer de trouver la bonne opportunité, le moment parfait pour interpeller Randy sans risque. Il faut savoir que techniquement, cette surveillance, elle est légale parce que Randy est sous le coup d'un mandat fédéral, mais il est évident que moralement, ça pose des questions sur l'invasion de la vie privée d'une famille entière, y compris des enfants, filmés à leur insu pendant des mois. Au-delà de ça, ce que les images montrent est inquiétant. La famille est presque toujours armée, même pour des tâches banales, et ils semblent préparer à une confrontation comme s'ils attendaient que le gouvernement monte sur la colline d'un moment à l'autre. Et pendant que la surveillance continue, les médias commencent à s'intéresser à l'affaire. La narration médiatique se construit. D'un côté, un homme qui refuse de se soumettre au gouvernement et qui défend sa liberté sur sa montagne. De l'autre, un fugitif armé et dangereux qui menace la sécurité publique. Selon qui raconte l'histoire, Randy est soit un héros, soit un criminel. Et cette ambiguïté médiatique ne fait qu'augmenter la pression sur les US Marshals parce que maintenant, tout le pays observe et chaque décision qu'ils prennent sera scrutée, analysée et critiquée. Les semaines passent et début août 1992, l'impasse reste totale. Alors, Randy refuse de descendre, les US Marshals n'osent pas monter, la situation s'enlise dans une attente tendue, chaque partie restant figée et attendant l'initiative de l'autre. It became blatantly obvious they were being watched, but yet they kept waiting for someone to come to their door. 16 mois de surveillance, de messages non répondus, de tentatives ratées. L'été 1992 touche à sa fin et c'est à ce moment-là que les US Marshals décident qu'ils ne peuvent plus attendre. Un matin d'août, 6 d'entre eux, équipés de lunettes de vision nocturne, montent silencieusement vers la propriété des Weaver. C'est censé être une mission de reconnaissance, ils sont chargés de rassembler les dernières informations pour préparer une intervention. Bref, ça devrait être une opération de routine, mais ça va devenir un massacre. Le 21 août 1992, vers 10h30 du matin, Striker, le chien de la famille, se met à aboyer furieusement. Randy sort de la cabane avec son fusil, comme il le fait à chaque fois que le chien détecte quelque chose, parce que la région est pleine d'animaux sauvages, ours noirs, grizzly, puma, coyote, bref, genre de bestiole qu'on n'a pas trop envie de voir s'éterniser dans son jardin. Kevin, 24 ans, et Sammy, 14 ans, sortent armés eux aussi, et les 3 hommes regardent le chien se diriger vers les bois. And Kevin and Sam come down around behind and followed me. And I said, well, I'm going to go down the logging road and I'll meet you down at the Y. And they just following the dog through the woods. Actually, I didn't know which way the dog was going to go for sure, but I wasn't going to go tramping off through the woods chasing the dog. Getting old and lazy, you know.
Randy prend le chemin forestier, il va faire le tour par la route pour rejoindre les garçons un petit peu plus bas à l'intersection qu'ils appellent le Y. Il est loin de se douter que 6 US Marshals sont cachés dans les bois depuis 8 heures ce matin-là et que Sammy et Kevin courent tout droit vers eux. Striker, le chien, arrive le premier. Il détecte les agents camouflés, leur aboie dessus, grogne et un des US Marshals tire. And I heard a bang. They shot the dog. They shot the dog. Et puis, une fusillade éclate. Qui tire le premier coup de feu après celui sur le chien? Personne ne le saura jamais avec certitude. Les versions sont contradictoires. Les US Marshals disent que Kevin a ouvert le feu en premier. Kevin, lui, il dit que c'est les agents qui ont tiré sur Sammy. Ce qui est sûr, c'est que dans les secondes qui suivent, 19 cartouches sont tirées dans la confusion la plus totale, où chaque camp est persuadé d'être attaqué par l'autre. Dans cet échange de tirs, le député US Marshal William Francis Degan, 42 ans, est touché à la poitrine par un tir de calibre 30-06 et il s'effondre entre les arbres. Les autres marshals se mettent à couvert, terrifiés, convaincus d'être pris en embuscade, et pendant cette accalmie, Randy, qui a entendu les tirs, hurle à son fils de rentrer se mettre à l'abri. I said, get home, and Sam yells, I'm coming, Dad, and then there was a bunch more shooting, and took my shotgun, aimed up in the air, and pulled the trigger, and straight up in the air, I didn't know what to do. It was after that, it was like everything was over with. Au cours de ce second échange de tirs, Sammy est touché pendant qu'il court vers la cabane et il s'effondre dans les bois sans que Randy puisse le voir depuis le chemin forestier. Le silence revient, brutal, pesant, et Randy ne sait pas si son fils est vivant, si Kevin est vivant, ni même si les agents sont encore là ou alors s'ils se sont repliés. Il attend à la cabane, anxieux, et quand Kevin arrive quelques minutes plus tard, seul et couvert de sang, la première question qu'on lui pose, c'est où est Sammy? I got home pretty shortly, and then a little shortly after that, Kevin come walking home, and we said, "Where's Sam?" And he said, "Sam's dead." When Kevin said Sam's dead, well, we just lost it. Samuel Weaver, 14 ans, le fils de Randy et Vicky, a été tué dans la fusillade, touché une fois au bras et une fois dans le dos. N'entendant plus le moindre bruit, Kevin et les Weaver se disent que les Marshals ont dû repartir, donc ils redescendent dans les bois et ils découvrent le corps sans vie de Sammy. Ils le remontent jusqu'à la cabane, le lavent, nettoient ses blessures et le placent dans la remise, la même remise où Elisheba est né 10 mois plus tôt. Et pendant qu'ils préparent le corps de leur fils, les US Marshals survivants courent à travers la forêt pour rejoindre leur point de ralliement, terrifiés, convaincus d'avoir été pris en embuscade par une famille lourdement armée qui vient de tuer un agent fédéral. Dans les heures qui suivent, les appels d'urgence se multiplient. L'ATF est alerté, le FBI est mobilisé, et vers 18h, les premiers hélicoptères commencent à arriver, transportant des dizaines d'agents, du matériel tactique, des véhicules blindés, et surtout le Hostage Rescue Team de FBI, l'unité d'élite spécialisée dans les prises d'otages. Ce qui devait être une simple mission de reconnaissance vient de se transformer en crise d'État. Un US Marshal est mort, mais aussi un adolescent, et maintenant les deux camps sont retranchés, armés, persuadés que l'autre camp veut les tuer. La nuit tombe sur Ruby Ridge, et à l'intérieur de la cabane, Randy, Vicky, Kevin et les 3 filles survivantes restent dans le noir, sans savoir si les agents vont donner l'assaut, sans savoir combien ils sont dehors, sans savoir ce qui va se passer. À l'extérieur, des dizaines d'agents de différentes agences encerclent la propriété, installent des projecteurs, des caméras thermiques, des snipers en position de tir, et ils attendent les ordres. Le siège de Ruby Ridge vient de commencer, mais le pire n'est pas encore arrivé. Le 22 août 1992, le lendemain de la fusillade, la nouvelle qu'un US Marshal a été tué dans une confrontation armée avec un fugitif dans le nord de l'Idaho se répand à travers tout le pays. Les chaînes de télévision envoient leurs équipes, les journaux dépêchent leurs reporters, et en quelques heures, Ruby Ridge passe d'une opération discrète dans les montagnes à un événement médiatique national couvert en direct. À 5 km de la cabane, les autorités locales installent un barrage routier pour bloquer l'accès à la propriété, et rapidement, des dizaines de personnes commencent à se rassembler et à exprimer leur mécontentement. Yeah, they were real concerned. You know, what's going on in my neighborhood? Why have all these armed men suddenly descended into my community? It's a shock. Yeah,
Des voisins inquiets, des sympathisants de Randy, des militants anti-gouvernement qui voient dans cette affaire un symbole de l'oppression fédérale et des journalistes qui documentent tout, caméra braquée sur le barrage, micro tendu vers les manifestants. Ruby Ridge n'est plus une cabane isolée dans les bois, c'est devenu un spectacle public sous les projecteurs nationaux. Dans la nuit précédente, celle du 21 au 22 août 1992, le commandant Richard Rogers, à la tête du Hostage Rescue Team du FBI, a rédigé avec son équipe un Rules of Engagement spécial, des règles d'engagement modifiées qui donnent aux tireurs d'élite beaucoup plus de liberté que la politique standard du FBI. Une action sans précédent dans l'histoire de l'agence parce que la règle standard du FBI, comme de toute autre force de police, est plutôt simple. Vous ne tirez qu'en cas de légitime défense, donc si votre vie ou celle d'autrui est en danger immédiat. Alors que ces nouvelles règles de Ruby Ridge disent si un homme adulte armé est observé, la force létale peut et doit être employée. Peut et doit. Cette formulation est cruciale parce qu'elle inverse la logique, elle transforme le tir létal d'une option de dernier recours en une obligation dès qu'un homme armé est visible, même sans évaluation de menace immédiate. Ces règles seront d'ailleurs plus tard jugées inconstitutionnelles par le département de la justice. Quoi qu'il en soit, vers 18h, Randy décide de sortir de la cabane pour aller voir le corps de Sammy dans la remise, accompagné de sa fille de 16 ans, Sarah, et de Kevin. Bien évidemment, ils sortent armés. Suivant ce Rules of Engagement modifié, Lon Horiuchi, un des tireurs d'élite du FBI positionné à environ 200 mètres, ouvre le feu sans sommation. Premier tir. Randy est touché dans le dos, la balle ressort par l'aisselle droite et il s'effondre. Sa fille le pousse vers la cabane en hurlant. Sarah started pushing me, get in the house, and she was pushing me. Kevin come down off the rock outcropping and joined in behind us. And 1, 2, 3, we was all going like this to the house. Vicky entend le coup de feu, elle ouvre la porte de la cabane pour les faire rentrer avec sa fille de 10 mois dans les bras, et alors qu'ils approchent de la porte, second coup de feu. La balle traverse la vitre de la porte, frappe Vicky Weaver en pleine tête, la tuant instantanément, traverse son crâne, blesse Kevin Harris au bras et finit sa course quelque part dans la cabane. Vicky s'effondre dans la cuisine, morte sur le coup. Sarah, Randy et Kevin se précipitent à l'intérieur, ils referment la porte derrière eux, et il découvre Vicky au sol, ignorant qu'elle est morte, avec Elizabeth qui pleure juste à côté d'elle. Aucun autre coup de feu n'est tiré, juste le silence et les pleurs de l'enfant. I didn't know where Mom was hit, but I knew something was wrong 'cause she was down, and I just started like saying Mom and crying. À l'intérieur de cette cabane, Randy, Sarah, Rachel, Elisheba et Kevin sont maintenant retranchés avec 2 cadavres, celui de Sammy dans la remise dehors et celui de Vicky dans la cuisine. Randy est blessé, Kevin est grièvement blessé au bras et ils sont convaincus que si l'un d'eux sort, il sera abattu immédiatement. Le siège continue. Pendant les jours qui suivent, le corps de Vicky reste là, dans la cuisine, parce qu'ils ne peuvent pas le déplacer sans sortir, et sortir, pour eux, signifie à coup sûr mourir. Les négociateurs du FBI installent des haut-parleurs et ils commencent à appeler la famille. Ils proposent des pancakes pour les enfants, ils demandent à parler à Vicky, ignorant qu'elle est morte depuis plus de 6 jours déjà, et que chaque fois qu'ils appellent son nom, c'est un coup de poignard supplémentaire pour Sarah. Le FBI affirme ne pas avoir su que Vicky était morte jusqu'au 28 août, mais cette ignorance pose des questions évidentes sur au moins la communication entre les tireurs d'élite et les négociateurs, parce que le tireur, lui, il savait qu'il avait tiré à travers la porte sur quelqu'un qui se tenait là. Bref, le 22 août 1992 marque le point de non-retour de l'affaire Ruby Ridge. Un marshal fédéral est mort, un adolescent de 14 ans est mort, et maintenant, une femme non armée, tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle tenait son bébé dans les bras, est morte. Il reste encore 9 jours avant que cette famille ne sorte de la cabane, 9 jours pendant lesquels Randy et ses filles vont vivre enfermés avec le cadavre de Vicky dans la cuisine, 9 jours pendant lesquels le FBI va devoir trouver un moyen de résoudre cette crise sans faire plus de morts, et ce qui va émerger de ce siège va forcer le gouvernement américain à répondre de ce qui s'est passé sur cette montagne.
Les jours passent. Le 28 août, 6e jour du siège, Randy demande à parler à Bo Gritz, un lieutenant-colonel retraité des Green Berets, candidat du Parti populiste à la présidence et figure connue dans les milieux patriotiques et anti-gouvernement. Le FBI accepte parce qu'à ce stade, ils sont prêts à essayer n'importe quoi. Bo Gritz monte sur la colline accompagné de Jackie Brown, une amie de Vicky qui était présente au barrage routier depuis le début du siège. C'est Bo Gritz qui apprend au FBI que Vicky est morte depuis déjà 6 jours. Jackie entre dans la cabane, la première personne extérieure à y pénétrer depuis le début de la confrontation. It wasn't a happy place anymore, but it had already been proven that if they stuck their head out, they'd be shot. There's no doubt about that at that point. They believed they were going to die there, sure. Le 30 août, après des heures de négociations, Kevin Harris accepte de sortir pour recevoir des soins médicaux urgents. Il se rend à 13h47, il est immédiatement traité dans une tente médicale de campagne sur place avant d'être évacué par hélicoptère vers un hôpital de Spokane. Le même jour, Bo Gritz et Jackie Brown évacuent le corps de Vicky de la cabane et Jackie nettoie le sang dans la cuisine, détruisant involontairement des preuves qui auraient pu être utilisées contre le FBI plus tard. Mais Randy et les 3 filles refusent toujours de sortir. Randy said, "Bo, is that you?" And I said, "Yes, it is, Weaver." And then he said what I knew he was going to say. He said, "We have prayed all night, Bo, the girls and I." He said, "We have decided that they are going to have to kill us, just like they killed our mama and our little brother." À court d'options, le 31 août, 11e jour du siège, le commandant du HRT Richard Rogers donne un ultimatum à Bo Gritz. Si vous ne les faites pas sortir avant midi, on va les sortir de force. Bo Gritz n'a donc plus le temps de négocier en douceur et il dit à Randy que cette nuit, le FBI va donner l'assaut, que s'ils ne sortent pas, ils vont tous mourir. À contre-cœur, pour ses filles, Randy accepte finalement de se rendre. Il est midi, le 31 août 1992, quand Randy Weaver et ses 3 filles sortent de la cabane, les mains en l'air, et se rendent aux agents fédéraux. Le siège de Ruby Ridge est terminé. Sur le terrain tout du moins, parce que maintenant, il va falloir faire face aux conséquences de ce qui s'est passé, et ce, d'un côté comme de l'autre. Randy et Kevin sont inculpés de meurtre et de conspiration. Le procès dure 3 mois, et en juillet 1993, le jury rend son verdict. Kevin Harris est acquitté de toutes les charges. Randy est acquitté sur tous les chefs d'accusation sauf un, le défaut de comparution initiale pour lequel il purge 6 mois de prison supplémentaires. Le jury n'a pas cru en la version du gouvernement. Mais ce procès n'était que le début. Le département de la justice lance plusieurs enquêtes internes qui concluent que les Rules of Engagement de Ruby Ridge étaient inconstitutionnels, comme je vous l'ai dit plus tôt, que le second tir de Lon Horiuchi ne satisfait pas aux standards constitutionnels de raisonnabilité et que plusieurs hauts responsables du FBI ont commis des fautes graves dans la gestion de l'opération. 12 officiels du FBI sont sanctionnés administrativement avec des mesures allant de la réprimande à la suspension de 15 jours. Ouais, une petite tape sur les doigts quoi, ce qui me surprend pas tellement quand il s'agit de haut gradé. Un seul agent est condamné pénalement, Michael Kaohe, 18 mois de prison pour destruction de preuves, parce qu'il a détruit un rapport critique sur l'opération. Lon Horiuchi, le tireur d'élite qui a tué Vicky, est inculpé pour homicide involontaire par l'État de l'Idaho en 1997, mais les poursuites sont abandonnées en 2000 parce qu'il bénéficie de l'immunité fédérale pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. En 1995, le gouvernement fédéral verse 3,1 millions de dollars à la famille Weaver en règlement à l'amiable, sans jamais admettre la moindre faute. Kevin Harris reçoit de son côté 380 000 dollars en 2000 pour ses blessures. Mais au-delà de ça, Ruby Ridge a marqué un tournant. 6 mois plus tard, le FBI intervient à Waco, au Texas, contre la secte des Branch Davidians, un siège au cours duquel 76 personnes meurent dans l'incendie final, dont 24 enfants. Lon Horiuchi fait d'ailleurs partie des tireurs d'élite présents sur cette opération aussi. Et puis, en 1995, Timothy McVeigh fait exploser un camion piégé devant le bâtiment fédéral d'Oklahoma City, tuant 168 personnes, et il cite explicitement Ruby Ridge et Waco comme ses motivations. Il déclare, et je cite, « Ce que le gouvernement américain a fait à Waco et Ruby Ridge était sale, et je leur ai rendu la monnaie de leur pièce à Oklahoma City. » Mais l'affaire de Ruby Ridge est bien plus complexe que juste une histoire de gentils contre les méchants.
C'est devenu un cas d'école sur ce qui arrive quand une succession d'erreurs ordinaires s'accumule sans que personne ne trouve le moyen d'arrêter l'escalade. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, quand le FBI forme ses agents aux situations de crise, Ruby Ridge, c'est le premier cas qu'on leur montre, pas comme un exemple de ce qu'il faut faire, non, comme la preuve qu'une affaire peut déraper plus vite que ce que n'importe qui pourrait anticiper. On ne saura jamais avec certitude qui a tiré le premier coup de feu après celui sur le chien, ce matin du 21 août 1992. Et peut-être que finalement, ça n'a jamais vraiment eu d'importance parce que la vraie question n'est pas qui a commencé, mais pourquoi personne n'a pu empêcher que ça commence, et surtout, pourquoi la situation a dégénéré dans de telles proportions. Encore merci à Incogni de m'avoir accompagné sur cet épisode. Si vous voulez faire disparaître vos informations personnelles d'Internet sans avoir à vous exiler au milieu des montagnes, utilisez le lien en description et le code RAFU pour bénéficier de 60% de réduction et reprenez le contrôle sur vos données. Aujourd'hui, Sarah refuse de parler publiquement de Ruby Ridge depuis des années et la cabane sur la colline a été détruite, mais le débat sur ce qui s'est passé là-haut en août 1992 n'est pas près d'être clos.